Et bienvenue sur Radio Modin. Il y a quelques temps, je suis tombé sur un extrait qui a fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux. Une femme, une entrepreneuse, une mère de famille, qui dit ces 4 vérités à un député socialiste de la NUPES. Et cet extrait, je l'ai trouvé magnifique à tel point que j'ai eu envie de vous en faire une vidéo et de vous en proposer une petite analyse. Parce que vraiment, vous allez voir que c'est extrêmement intéressant. Je vais pas aller chercher quelqu'un qui n'existe pas, je vais vous parler de ma vie, ok? Donc, moi, j'ai été dans les écoles où on était en ZEP, etc. Il n'y a pas de souci. Mes parents ouvriers, salariés. Mes parents avaient même leur carte, enfin ma mère, mon père qui s'en foutait. Ma mère, carte de communiste. Mes grands-parents ont voté Mitterrand. Voilà, issus de socialistes. Et déjà, rien que là, c'est très intéressant qu'elle commence comme ça. Parce que, en fait, tout le monde commence comme ça. Et ça, déjà, ça en dit beaucoup. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en fait, tout le monde, strictement tout le monde, met en avant des origines sociales modestes. Tout le monde, même quand c'est pas vrai. Vous vous souvenez peut-être de l'extrait avec la femme de Beckham, par exemple. On en est arrivé à un point où dire que nos parents vivaient bien ou qu'ils n'étaient pas pauvres, ça a presque quelque chose de honteux. Aujourd'hui, pour pouvoir être entendu par les Français, on est obligé de mettre en avant des origines sociales modestes. En fait, rien que dire qu'on est issu de la classe moyenne, pour certains, c'est déjà trop. Pour être crédible, pour donner l'impression qu'on connaît la vie, il faut ce petit couplet sur les origines modestes, quitte parfois à se les inventer. C'est comme ça. En France, ça fait trop longtemps qu'on vit dans un environnement mental gaucho-socialiste qui nous pousse à cette espèce de fétichisme de la pauvreté. Et d'ailleurs, c'est pour ça que cet extrait, il a autant buzzé. C'est parce que son profil est raccord avec ce que les gens attendent. Si elle nous avait dit qu'elle était fille de grand patron, ça n'aurait pas eu le même impact. Et donc, pour vous donner un petit peu de contexte, cette femme qu'on écoute là, c'est Laura Wharton Martinez. Et d'ailleurs, certains, pour la décrédibiliser, ont dit qu'elle avait caché le fait qu'elle était animatrice aux grandes gueules sur RMC. Et ça, c'est intéressant, parce que elle est présentée comme une pro du show politique. Alors que globalement, ça fait que 3 semaines qu'elle fait partie des grandes gueules. Et en fait, ça n'invalide absolument rien de ce qu'elle dit. Ça ne la fait mentir en rien. Parce qu'au fond, ce qu'on lui reproche, c'est pas ses origines sociales, c'est bien son succès, c'est sa réussite. Et ça, c'est une maladie typiquement française, la détestation du succès des autres. Mais ce qui est vraiment intéressant là-dedans, c'est qu'en fin de compte, ce qu'on lui reproche, c'est d'être doué à l'oral. Et vous allez comprendre pourquoi. Alors, cette Laura Wharton Martinez, c'est une femme de 32 ans qui a énormément travaillé, qui a eu de nombreux projets. Donc elle a été gérante d'un bistrot, commerçante dans le textile et aujourd'hui elle est sophrologue. Bon alors je sais que ça c'est une discipline qui est très critiquée, probablement à raison d'ailleurs. Toujours est-il qu'elle a beaucoup entrepris. Et donc d'un côté on a une femme qui a réellement vécu, qui a réellement mis les mains dans le cambouis, qui connaît le monde du travail et en face on a Benjamin Lucas, un député de Génération Point Inclusif S. Le mouvement fondé par Benoît Hamon en 2017 et qui est donc membre de la NUPES. Et là, on a le gauchiste typique, totalement dans le virtuel, dans le théorique. Un jeune cerveau formaté par Sciences Po qui est directement passé des études à la politique. Et ça, c'est extraordinaire parce qu'en fin de compte, on se rend compte que ces gens de gauche qui sont censés défendre le travailleur, les gens modestes, etc., ils sont justement rejetés par les travailleurs. Parce qu'en fin de compte, les gens n'en peuvent plus de cette gauche bobo coupé du sens des réalités, qui ignore tout du monde du travail et se permet, du haut de ses petits diplômes minables de Sciences Po, d'aller faire la leçon aux gens qui travaillent et qui créent de la richesse. Je viens de l'apprentissage. Donc moi, j'ai commencé non pas à 1002, mais à 480 €. J'ai travaillé, je suis monté petit à petit. Mon mari, plombier. Donc autant vous dire qu'il a commencé au même stade que moi. Plombier de père en fils, de génération en génération. Et vous voyez, ça c'est intéressant, c'est même très intéressant, parce qu'au fond, quand on entend son histoire, qui est l'histoire d'un succès, on se rend compte d'une chose qui est que ça, des ouvriers ou des gens modestes qui réussissent, au fond, c'est le pire cauchemar de la gauche. Le fait qu'on puisse s'en sortir, s'enrichir, alors même qu'on vient d'un milieu modeste, ça fait totalement mentir la gauche, dont tout le discours est basé sur le scénario du dominant-dominé, et sur le mythe de la reproduction sociale. Et oui, j'ai bien dit le mythe. Selon le bureau de statistiques France Stratégie, je cite, « L'origine sociale n'explique qu'à peine 10 à 20% de l'écart de revenus entre les individus d'une même génération. » Et si ça vous intéresse, que vous voulez creuser, je vous renvoie à une vidéo
de Moss My Room très complète à ce sujet. Alors évidemment, le milieu social auquel on appartient a une influence, mais elle est très loin d'être aussi importante qu'on pourrait le croire. Pourtant, le ressenti des Français, c'est que, et là je caricature à peine, si on a des parents riches, alors on sera riche. Si on a des parents pauvres, alors on sera pauvre. Sauf qu'en réalité, c'est très loin d'être le cas. Mais on a littéralement une armée de sociologues de gauche dont le travail est de propager ce mensonge. Pour vous donner un ordre d'idée, en Angleterre, par exemple, une étude a été menée en 2024 et elle démontre qu'avoir des parents qui ont une bonne situation, c'est très loin d'être la garantie d'avoir soi-même une bonne situation. Alors je vous parle de cette étude en particulier parce que le graphique est particulièrement parlant. Alors juste une petite explication par rapport à ce qu'on voit ici. Working, ça désigne en gros le travailleur manuel. C'est le boulot des employés, des ouvriers. Le travail peu qualifié. Alors que professional, ça désigne des métiers qualifiés et qui nécessitent souvent un diplôme universitaire. Alors, je vous dis pas que la reproduction sociale, ça n'existe pas. Ce que je vous dis, c'est qu'elle est beaucoup, beaucoup moins importante que ce qu'une certaine gauche aimerait nous faire croire. Regardez sur ce tableau la case des higher professionals. On se rend compte qu'en fait, les 2/3 des gens qui viennent de milieux socio-économiques très favorisés auront en fait une situation moins avantageuse que celle de leurs parents. Les 2/3. À l'inverse, chez les travailleurs des classes inférieures, c'est environ les 2/3 qui auront une meilleure situation que celle de leurs parents. Le truc, c'est que beaucoup de sociologues partent du postulat que la mobilité sociale, c'est quelque chose qui ne varie pas. Encore une fois, je vous renvoie à la vidéo de Moss My Room à ce sujet. Le truc, c'est que c'est faux. En fait, l'intégralité du militantisme des sociologues de gauche se base sur un postulat qui est faux. Pour parler très concrètement, la réussite des parents n'est pas forcément synonyme de la réussite de leurs enfants. D'ailleurs, beaucoup de fortunes sont dilapidées en 1 ou 2 générations. En vérité, les choses s'équilibrent très naturellement. Typiquement, des gens issus de milieux favorisés auront plus tendance à se diriger vers des métiers passion, des métiers artistiques, qui peuvent effectivement rapporter gros, mais qui en général ne rapportent quasiment rien. En réalité, les choses s'équilibrent d'elles-mêmes. Mais ça, on y reviendra. Parce que là, je vais vous montrer le moment qui a particulièrement énervé sur les réseaux sociaux. On s'est retrouvé à un moment donné avec un choix, pendant que tous nos amis, ils partaient en Thaïlande, au ski, à Disney. Nous, on s'est dit, on va taper dedans, mais on va taper dedans sévère. C'est-à-dire que pendant 10 piges, entre le premier voyage que j'ai fait avec mon mari quand on s'est mis ensemble et le dernier voyage, il y a eu 10 ans. Et pendant 10 ans, j'ai pas vu la lumière du jour. Donc voilà, ce dont elle nous parle ici, c'est de mérite. Et ça, dans l'univers mental des socialistes, c'est un gros mot, c'est une insulte, c'est insupportable. Pourtant, elle explique un truc simple. C'est qu'elle a fait des choix, elle a fait des sacrifices. Plutôt que de partir en vacances, plutôt que de prendre du bon temps, elle a choisi de travailler beaucoup plus pour gagner beaucoup plus. Et ça, pour la gauche, c'est insupportable parce que ça contribue à l'inégalité. Dans l'idéal de la gauche, même cette liberté de travailler plus, elle devrait être abolie parce qu'elle contribue justement à créer des inégalités. Avec mon mari, on a tapé dedans. Ce qui fait que maintenant, parce qu'on a taper dedans, ça veut dire travailler hein, pour... La queue. Non mais c'est vous qui cherchez. C'était le taper dans la butte de tout à l'heure. Et ce passage-là, il est vraiment très bon aussi. Ça pourrait être graveleux, mais c'est dit avec élégance, avec juste ce qu'il faut de faux mystère. Là, elle était en train de créer une tension, et elle a profité de l'occasion pour faire une blague un peu salace et faire retomber tout ça. Et là, elle obtient immédiatement la sympathie de tout le monde. C'est ça qu'on remarque effectivement, elle est très douée. Et ça a dérangé beaucoup de monde. C'est pour ça d'ailleurs que certains ont dit d'elle que c'était une pro du show politique. Parce que être aussi à l'aise à l'oral sur un plateau télé comme ça, c'est vraiment pas donné à tout le monde. Et au fond, c'est ça qu'on lui reproche, c'est d'être trop doué et d'avoir réussi à obtenir la sympathie des foules, même celle du terrible Modin, alors qu'elle est sophrologue. Mais Et attends, juste, excuse-moi. En parallèle de ça. Vous voyez, rien que ça, s'imposer pour reprendre la parole quand on veut la lui prendre, 99% des gens se seraient fait écraser. Mais elle va jamais laisser le micro avant d'avoir terminé ce qu'elle avait à dire. Donc en fait, ce qui est fou, ce qu'on lui reproche, c'est donc d'être une animatrice des grandes gueules depuis 3 semaines. Et donc d'être une professionnelle du show politique. Et qu'elle n'est pas donc une simple anonyme. Et en fait, ce reproche, il est complètement dégueulasse. Parce que la base de cette émission, elle consiste à faire s'opposer des monsieur et madame tout le monde à des politiciens qui, eux, sont habitués, sont même formés pour ce genre de débat. Donc, ce qu'on lui reproche finalement, c'est d'aller parler à armes égales avec des politiciens. Et ça, c'est quand même incroyable. Vous avez mon beau-père
qui a décidé pour ses enfants, pour qu'on puisse avoir quelque chose, de construire une résidence. Mon beau-père, actuellement, il est cassé de partout par son métier, mais il continue d'aller travailler dans sa résidence pour l'entretenir. Et là, ça y est, on arrive au cœur du sujet, à savoir l'héritage. Et vous allez voir que là, c'est particulièrement intéressant. Parce que la question de l'héritage, c'est quelque chose de beaucoup plus profond qu'un simple débat politique. Vous allez voir. Et moi, j'ai la chance, là, je me dis, mon mari, lui, il continue. Moi, j'estime que ça va. Ma fille, le jour où je ferme les yeux le plus tard possible, ma fille, elle est à l'abri. Qu'est-ce que vous allez venir me dire? Attendez, je finis, parce que depuis tout à l'heure, vous me dites, j'ai pas fini, moi non plus. Qu'est-ce que vous allez venir me dire à moi, qui pendant 10 piges, j'ai cumulé 2 boulots, que j'ai pas vu mon mari, que mes beaux-parents se saignent aux 80, j'ai toujours pas fini, attention, que je me saigne aux 80. Faut conclure à un moment donné. Oui, bah vous allez venir me dire à moi que ma fille, ça lui tombe du ciel, mais ma fille, elle a pas vu ses parents. Et voilà, tout est là. En gros, elle s'oppose à cet argument qui consiste à dire que l'héritage, c'est quelque chose qui tombe du ciel. L'argument gauchiste par excellence. Or, en réalité, c'est exactement tout l'inverse. L'héritage, c'est quelque chose qui sort de la terre. C'est le fruit du travail des parents légué à leurs enfants par amour. L'héritage, c'est une des plus belles choses qui soit. Mais vous voyez, quand je vous disais que c'était un débat qui dépassait largement le simple domaine de la politique, c'est parce qu'en réalité, c'est un débat qui est quasiment philosophique. Même pas quasiment, en fait, c'est un débat qui est purement philosophique. Ce sont 2 visions du monde totalement opposées qui s'affrontent. D'un côté, on a la mère de famille entrepreneuse qui considère le monde selon une vision familiale. D'un autre, on a l'immonde gauchiste qui est incapable de sortir de sa vision du monde individualiste. Le débat sur l'héritage, c'est le débat famille versus individu. Ça, il faut vraiment le comprendre. Or, ce qui est intéressant, c'est que pour beaucoup de gens de gauche aujourd'hui, il faut à tout prix arrêter de faire des enfants. Parce que ça nuit à la planète, surtout que ce mec-là, il appartient à un mouvement écolo. Mais surtout, il faut pas faire des enfants parce que ça nuit gravement au confort individuel. Donc, en fait, que des gens qui de toute façon ne feront certainement jamais d'enfants, qui militent même politiquement pour qu'on en fasse moins, qu'ils osent priver les familles d'une des plus belles choses qui soit, c'est tout simplement immonde. Voler l'héritage, voler le cadeau que des parents font à leurs enfants, c'est symboliquement d'une très grande violence. Et le pire, c'est que ça ne résout rien. C'est que le début de la dystopie gauchiste. Parce qu'ensuite, il reste l'héritage génétique, l'héritage culturel. Et ça aussi, dans un monde qui se voudrait parfaitement égalitaire, il faudrait bien finir par les détruire. Et c'est comme ça qu'on en arrive à des gauchistes ultra-radicaux qui pensent réellement qu'il faut détruire la cellule familiale. C'est-à-dire que les parents ne devraient même pas élever leurs propres enfants. Et ce discours, qui semble un petit peu délirant comme ça, c'est pourtant la continuité logique de ces idées-là. C'est une conception du monde qui, sous couvert de lutter contre les inégalités, sous prétexte de lutter pour un monde meilleur, ne peut conduire qu'à la pire des dystopies, qu'à un monde terriblement froid et terrifiant. Encore une fois, ça me fait penser à la phrase de Deleuze. Être de gauche, c'est d'abord penser le monde, puis son pays, puis ses proches, puis soi. Être de droite, c'est l'inverse. Donc cette phrase, c'est vrai que je vous la ressors souvent parce qu'elle est d'une justesse incroyable. Parce qu'elle traduit magnifiquement bien la déconnexion du réel des gens de gauche. Le fait qu'ils préfèrent vivre dans une abstraction. Dans la vision du monde du gauchiste, il faudrait d'abord mettre en avant le collectif. Mais il y a quand même un énorme paradoxe. Parce que les gens de gauche s'opposent à l'héritage sous prétexte que c'est quelque chose qui tomberait du ciel. Ils sont incapables de considérer non plus l'individu, mais la famille. C'est-à-dire la forme de collectivisme la plus élémentaire. Comme si le mérite collectif devait écraser le mérite individuel. C'est pas de vous dont j'ai parlé? Bah si. J'ai pris un exemple à 100 millions d'euros de patrimoine. Mais monsieur, on va y arriver, step by step. Ah bah, vous tant mieux descendez. pour vous, mais alors, mais dans non, ce cas-là, mais pas, pardon. non, mais c'est pas moi. Guillaume, Vous allez descendre. Vous allez descendre. À chaque fois, mais- vous descez. Alors, vous si, on descendez, hérite de si au lieu d'hériter de Tape. 100 millions, on Juste- hérite de 90 millions, vous reconnaîtrez qu'on vit quand même bien Et et qu'on pourquoi vit quand même heureux. Mais voyez pourquoi Allez, Pourquoi Guillaume, c'est Guillaume, jalousie Guillaume, Pourquoi On parle d'un pays où il n'y a pas assez de médecins, on parle d'un pays où il n'y a pas Moi, assez je vais- d'hôpitaux, S'il vous plaît, on parle d'un Benjamin pays Ducard, où des s'il enfants vous dorment plaît. à la Eh ben, rue. dans ces Faut bien cas-là, qu'on trouve l'argent coupez. quelque part. S'il vous plaît. Réduisez vos budgets. Alors ici, je récapitule un peu parce que c'était un peu chaotique. En gros, le gauchiste nous dit qu'il avait pris un exemple d'ultra riche à 100 millions d'euros. Et que donc, ça ne concerne pas les petites gens. Sauf que ça, c'est une énorme hypocrisie parce qu'en réalité, bien sûr que si, ça concerne les petites gens parce qu'à partir de 100 000 euros d'héritage, on commence à être imposable. Et comme elle le dit, c'est quelque chose qui va continuer de baisser encore et encore et encore. Ce plafond de 100 000 euros, il va pas rester à 100 000 euros. Il va très 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 certainement baisser. Vous savez, on entend souvent cette phrase chez les gens de gauche. Vous vous en prenez aux racailles alors qu'ils vous ont rien fait. Le vrai problème, ce sont les riches. Alors personnellement, je pense
que c'est exactement l'inverse. D'autant plus que quand vous commencez à poser la question de qu'est-ce que c'est qu'un riche à quelqu'un de gauche, vous hallucinez. Pour certains, à partir de 4 000 € par mois, vous êtes déjà riche. En fait, il y a quelque chose de terriblement mesquin dans cette volonté de taxer l'héritage. C'est même pas qu'ils en veulent plus pour eux, c'est qu'ils sont malheureux que d'autres aient plus qu'eux. D'ailleurs, je sais pas comment cette vidéo sera reçue parce que je sais d'expérience que beaucoup de gens qui se disent de droite sont en fait des gens de gauche qui sont contre l'immigration. Je ferai un sondage d'ailleurs, donc n'hésitez pas à y répondre, ça m'intéresse beaucoup. Un héritage, c'est avant tout un sacrifice et un choix qu'on fait pour ses enfants. Plutôt que de tout flamber pour partir en vacances, pour reprendre l'exemple de Laura Varton-Martinez, on choisit de laisser cet argent à nos enfants. Plutôt que de profiter du temps qu'ils auraient alloué sur Terre pour jouir pour eux-mêmes, ils préfèrent en faire profiter leurs enfants. Et ça, c'est quelque chose de magnifique. Mais en réalité, le véritable héritage qu'on laisse à ses enfants, il n'est pas tellement financier, ni même matériel. Ce sont les valeurs et l'éducation qu'on leur donne qui est le plus important. Et je vous dis pas ça pour faire de la poésie, c'est extrêmement concret ce que je vous dis. Parce que l'héritage matériel, ou financier en réalité, c'est peu de choses comparé à l'héritage immatériel comme l'éducation. Apprendre à ses enfants la retenue, l'économie, à ne pas se laisser aller à leurs moindres caprices, ce qui est vraiment une question extrêmement importante à notre époque de divertissement où la tentation est présente absolument partout et tout le temps. Leur apprendre à investir, leur apprendre le goût de l'effort, à ne pas se laisser abattre, tout ça c'est extrêmement difficile. Mais au fond, le véritable héritage, c'est ça. Et c'est d'ailleurs ce qu'il y a de plus difficile à transmettre, tant le monde change vite d'une génération à une autre. Et au fond, l'héritage économique, dans un sens, il est quasiment symbolique. Des parents qui transmettent 100 000 € à leurs enfants, s'ils leur ont pas transmis une éducation financière, c'est comme s'ils leur avaient offert un jouet. Alors peut-être qu'ils achèteront une belle voiture avec cet argent, qu'ils se paieront des vacances, qui dépenseront tout jusqu'à ce qu'il reste plus rien. Peut-être même qu'ils utiliseront cet argent en se disant que tant que l'argent sera là, ils n'auront pas besoin de travailler. Alors oui, ils partiront avec un petit avantage dans la vie, mais au final, ils se feront très rapidement rattraper. Ou alors au contraire, ils investiront, prendront des risques, feront fructifier leur argent, ils lanceront des projets, etc., etc. Et tant mieux. Enfin, vraiment, j'insiste là-dessus, l'héritage, il n'est pas uniquement financier. Ça, c'est vraiment une erreur monumentale de penser que les chances de réussite d'un individu se mesurent à l'héritage financier qu'il va recevoir. Alors, ça aide, attention, je dis pas, évidemment, mais l'ensemble des valeurs, des principes, des habitudes qui sont transmises à l'enfant, elles sont toutes aussi, si ce n'est plus précieuses que l'argent lui-même. Quand on parle de déterminisme social, on met totalement sous le tapis le cas des enfants pourri gâtés, qui héritent d'une grosse fortune et qui ruinent leur famille. Parce qu'il y en a des gens qui vont dilapider l'héritage familial dans le luxe, des gens à qui on n'a pas enseigné en fait de valeurs, etc. Et éventuellement des gens tellement égoïstes que faire des enfants, ça leur viendrait même pas à l'idée. Bref, globalement, soit ils investissent, soit ils créent, et dans ce cas-là, ils créent de la richesse, soit ils consomment bêtement. Alors on peut être jaloux de leur mode de vie luxueux. Toujours est-il que cet argent, il est réinjecté dans la société. Mais en fait, le gros problème, il est là, c'est que les gens qui prennent ce genre de décision par rapport à l'héritage, ce sont souvent des gens qui ne font pas d'enfants. Parce que c'est quand même plutôt une mesure de gauche, ça, de vouloir taxer toujours plus les héritages. Mais vous savez, quand on a des enfants, sa propre réussite, elle est plus si importante que ça. Notre propre réussite, elle nous sert uniquement dans le sens où justement elle va servir celle de nos enfants. Quand on est parent, on cesse de ne penser qu'à soi. On veut offrir le meilleur à nos enfants. Et on voudrait nous faire croire que c'est quelque chose d'injuste et d'immoral, alors que c'est quelque chose de magnifique. C'est même la plus belle chose au monde. Nous avons tous hérité des choix que nos parents font pour nous, ou au contraire, qu'ils n'ont pas fait pour nous. Maman qui achète moins de chaussures qu'avant, papa qui sort beaucoup moins avec ses copains, c'est des petites choses. C'est déjà énorme comparé à des familles dans lesquelles l'arrivée des enfants change quasiment rien à leurs habitudes. Et c'est là qu'on a une marge de manœuvre. C'est là qu'on peut faire quelque chose. C'est là qu'on comprend qu'il n'y a pas de fatalité du destin à cause de la reproduction sociale. On a un libre arbitre. Votre destin et le destin de vos enfants, c'est avant tout le fruit de choix individuels. N'en déplaise à la gauche, dont le discours entier consiste à vous faire croire que tout est politique, que tout est social, que tout est presque prédestiné. À vous faire croire en gros que la solution, c'est de mettre votre destin entre leurs mains. Et surtout, il y a quelque chose de profondément abominable de se mêler autant de politique quand on ne compte même pas faire d'enfants. Pourquoi vouloir imposer ces délires aux autres? D'autant plus que le député en question, là, c'est un écolo. Les écolos qui militent quand même pour la dénatalité, pour que les gens fassent moins d'enfants. Donc en quoi est-ce que ça les concerne en fait? Quand on a des enfants, on est 2 fois plus concerné par la politique que les autres. Tout simplement parce que, contrairement à ceux
qui n'ont pas d'enfants, notre vie, elle continue après notre mort. Tout ce qu'on fait, c'est avant tout pour les gosses. Et le truc, il est là. C'est que beaucoup de gens ont fini par devenir tellement individualistes, tellement égoïstes, qu'ils ne comprennent même pas que la méritocratie, ça existe bel et bien. Le truc, c'est qu'effectivement, en général, c'est pas nous qui en profitons directement, mais nos enfants. Et vous savez quoi? Eh ben, c'est la plus belle chose qui existe au monde. Bref, je pense que cette vidéo est un peu longue et qu'il est temps de conclure. En France, on déteste le terme de méritocratie. Parce que dans l'imaginaire collectif, complètement socialiste des Français, il faut le dire, la méritocratie, ça n'existe pas parce qu'il y a des inégalités. Et que donc tous les individus ne partent pas avec les mêmes avantages. Mais si on change d'angle de vue et qu'on se considère non plus l'individu, mais la famille, alors on peut considérer le mérite familial. Et donc, les sacrifices que vous faites pour vos enfants ou que vos parents ont fait pour vous, ils font partie de votre mérite familial. Et ça, pour la gauche, c'est insupportable. Parce que le pire dans tout ça, c'est qu'en réalité, même si un système méritocratique individuel était possible, eh ben, ils en voudraient pas non plus. Parce que celui qui a fourni plus de travail gagnera plus, possédera plus que celui qui en a fourni moins. Et ça crée des inégalités. Or, le gaucho-socialiste, dans son combat, ce qu'il veut, c'est avant tout lutter contre les inégalités. Et donc, c'est sans fin. Je vais vous donner un exemple très concret de pourquoi le mérite familial, c'est quelque chose d'inacceptable pour la gauche. Vous prenez un immigré. Un immigré, c'est bien, parce que ça fait toujours un peu pleurer dans les chaumières. Mais disons un vrai immigré, qui a fui son pays en guerre, par exemple. Disons un Vietnamien qui a fui le communisme, un des boat people des années 70. Ce mec-là qui a fui en canoë gonflable, sans rien, sans argent, sans nourriture, sans patrimoine, enfin sans patrimoine physique en tout cas, rien. Il se retrouve en France, il parle même pas français. Là-dessus, il commence à travailler, à apprendre, à fonder un foyer. Son enfant, c'est ce qu'il y a de plus précieux au monde, et il fait tout pour que le petit réussisse. Il l'éduque bien, il travaille encore plus pour lui faire des cours particuliers, etc. Il évite les mauvaises fréquentations. Bref, le gosse s'en sort mieux que ses parents, il fait éventuellement des études ou des formations, il n'est pas obligé de se taper les mêmes boulots non qualifiés que ses parents, le boulot en usine, etc. Bref, il accède à la classe moyenne, et ses enfants, eux, iront encore plus loin, parce que c'est ce qui s'est passé avec une grande partie de cette immigration-là. Parce que les parents de ces gens leur ont enseigné un système de valeurs, comment on éduque un enfant, comment on dépense son argent, l'importance de la famille aussi. Bref, c'est un cercle vertueux. Alors ensuite, est-ce que l'enfant réussira aussi bien que ses parents? Ça dépendra de lui. Mais cet immigré-là, typiquement, il n'intéresse pas du tout la gauche. Parce que la gauche, elle a besoin d'un discours misérabiliste. Parce que la misère, c'est la carte de fidélité de la gauche. La gauche, elle préfère typiquement le migrant algérien qui a laissé ses enfants dériver dans la violence, la délinquance, le trafic de drogue. Et le jour où il lui arrive quelque chose, elle sera là pour le soutenir dans son combat contre l'État français, contre l'injustice, contre le monde. Et jamais elle pointera ses responsabilités individuelles, ou celles de sa famille, ou bien de sa culture. Ce sera la faute du monde entier, mais certainement pas la sienne, si son enfant a commis des crimes et qu'il a fini par en payer le prix. Et ça, c'est très confortable. Ça évite d'avoir à se remettre en question. Alors la gauche, elle joue la carte du misérabilisme. C'est à cause de la pauvreté, du racisme systémique, etc. Il n'y a que comme ça qu'elle peut faire perdurer son logiciel socialiste. Donc vous imaginez bien que les discours de gens qui disent qu'ils ont réussi, c'est très mauvais pour le business du socialisme. Donc parler de mérite familial, c'est tout simplement inimaginable pour la gauche. Le socialiste, lui, il préfère une vision individualiste parce que c'est aussi la meilleure manière de rompre avec tout sentiment d'appartenance, avec toute forme d'enracinement. C'est exactement la même logique que quand ils disent « on a de la chance de naître dans des pays riches » quand d'autres ont la malchance d'être nés dans des pays pauvres. C'est la même logique, à une échelle différente, mais c'est la même chose. On serait privilégié parce qu'on est né en Occident, de parents occidentaux. L'idée même de dire qu'on mérite cette place parce qu'on est dans la continuité de sa lignée, de son pays, de sa culture, c'est quelque chose qu'ils ne supportent pas. De même qu'ils détestent qu'on se revendique de nos ancêtres, par exemple. C'est le fameux « le Gaulois n'existait pas » ou encore « la France a toujours été une terre d'immigration » ou « il n'y a pas de peuple français ». On est obligé d'arracher l'individu à son sentiment d'appartenance à un groupe, au sentiment d'être dans la continuité de quelque chose. L'individu doit être isolé. Ça le rend manipulable beaucoup plus facilement. Alors là, j'ai fait un lien entre l'héritage familial et culturel. C'est pas juste un lien, c'est qu'en réalité, c'est exactement la même chose, la même logique, la même problématique. Et c'est pour ça qu'ils haïssent l'héritage. L'héritage, avant même d'être un outil pour les riches pour faire perdurer leur richesse, c'est surtout un outil pour les pauvres de faire sortir leurs enfants de la pauvreté. Mais la vérité, c'est que la gauche, elle a besoin de gens qui échouent. Elle a besoin de pauvres parce que c'est son fonds de commerce.